Donc, pour notre dernier intervenant ici aujourd'hui à Montréal, il me fait grand plaisir de vous présenter Dr. René Whitmer. Dr. René Whitmer est médecin de famille et diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal depuis 2013. Il est aussi chargé d'enseignement clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de cette même université. Donc, aujourd'hui, il vient vous parler de par sa qualité de formateur pour l'Association médicale du Québec ainsi que pour le Collège québécois des médecins de famille à propos des enjeux touchant la surmédicalisation et le surdiagnostic. Il va nous parler des programmes pratiques éclairés et choisir avec soin, aussi connu sous Choosing Wisely, on l'a entendu mentionner plus tôt. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter Dr. Whitmer. Exactement. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, excellent. Alors, ça me fait merci de l'invitation à venir me présenter aujourd'hui. Je suis bien content de vous présenter une petite étude d'impact auprès des participants de nos programmes de formation. Tout d'abord, une petite déclaration de conflit d'intérêts. Je n'ai aucun intérêt commercial en lien avec l'industrie du diagnostic ou de la thérapeutique. Je suis médecin de famille en pratique et je suis facilitateur pour l'Association médicale du Québec et le Collège québécois des médecins de famille. Donc, je reçois des honoraires de ces organismes-là comme conférencier. Je ne pense pas qu'à part vous dire que le programme est très bon, que ça impacte ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, une petite clarification pour commencer, choisir avec soin et pratique éclairée. Alors, pour commencer, choisir avec soin, une campagne menée au Canada par l'Association médicale du Canada, qui est une campagne qui est d'intérêt international, qui a été fondée aux États-Unis, qui vise avant tout à initier des conversations entre les professionnels de la santé et leurs patients. Donc, on vise à créer des outils pour sensibiliser les patients au risque de la médication ou à l'excès d'investigation, à l'excès de médecine, si on veut, et également à outiller les professionnels pour justement réduire cette consommation de soins qui peut être délétère pour la santé par moment. Vous avez ici une capture d'écran du site web Choisir avec Soin Canada, qui est au site choisiravecsoin.org. Et tout simplement, avec l'outil de recherche, vous pouvez tomber très rapidement sur des recommandations par spécialité. Et je vous présente ici chaque spécialité. Chaque société savante a émis des recommandations sous forme de liste de choses à ne pas faire. Par exemple, pour les soins de première ligne, donc les médecins de famille, ne recourez pas à des examens d'imagerie pour des douleurs aiguës au dos sans présence de signaux d'alarme ou de traumatisme. Ne prescrivez pas de radiographie pulmonaire de routine chez les patients asymptomatiques ou à faible risque. Et j'en passe. Il y a une douzaine de recommandations pour les généralistes. Mais on retrouve ces mêmes recommandations-là pour toutes les autres spécialités médicales et même les pharmaciens, les infirmières praticiennes, les technologues en imagerie médicale. C'est vraiment une campagne qui vise à inclure tout le monde dans le discours de la surmédicalisation. Donc, sans m'étendre sur toutes les recommandations, la campagne publie également des outils à afficher dans les bureaux des médecins. 4 questions. Avez-vous vraiment besoin de cet examen, de ce traitement, de cette intervention? Quels sont les côtés négatifs? Est-ce qu'il y a des options plus simples ou plus sécuritaires? Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien avec cette plainte-là ou ce symptôme-là? Quels sont les risques d'attendre? Quels sont les risques de ne rien faire? Et vous avez des outils ici promotionnels. Trop, c'est comme pas assez, donc un hot dog avec un peu trop de moutarde. Alors, il faut savoir que la formation pratique éclairée, qui est une formation de développement professionnel continu offerte aux médecins au Québec, qui est accréditée, une formation d'une journée complète. En petits groupes, on vise des groupes d'une vingtaine à une trentaine de participants avec 2 facilitateurs. S'adresse d'abord et avant tout à des médecins de famille en pratique, mais une particularité de l'organisation des soins au Québec fait que les médecins de famille pratiquent en groupe. Donc, on s'adresse à des milieux où les gens sont collègues entre eux, se connaissent déjà. On voit ressortir dans les tendances les pratiques de groupe. Il y a des leaders dans certains milieux cliniques qui vont influencer certaines pratiques. Et les groupes qu'on a formés ont souvent invité leurs infirmières, les pharmaciens qui sont intégrés dans les équipes de soins, les infirmières praticiennes. Donc, on s'adressait vraiment à des groupes composés majoritairement de médecins généralistes, mais également d'autres professionnels qui sont intégrés dans les équipes de soins. Pour revoir rapidement les thèmes qu'on couvre dans cette journée-là, donc une formation de 6 heures, on couvre 4 modules qui visent vraiment à saisir l'ensemble de la problématique de la surmédicalisation, mais également du surdiagnostic. Et c'est une formation très pratico-pratique, si je peux dire, où on vise vraiment à outiller les cliniciens à avoir des outils pratiques pour justement
faire face au manque de temps qu'on a dans nos moments de consultation et vraiment intégrer ça dans la pratique harmonieusement. Donc, dans le module 1, où on parle de comprendre le phénomène de la surmédicalisation, on parle surtout de la surutilisation de l'imagerie médicale, notamment dans les cas de lombalgie aiguë ou des kystes de l'ovaire. On adresse justement dans ces modules-là la notion de consensus interdisciplinaire, comment adresser les problèmes lorsqu'un spécialiste d'une discipline quelconque pense qu'il est préférable de faire un suivi plus serré que ce que les données probantes semblent démontrer qu'il serait nécessaire et comment justement aborder ces discussions-là entre spécialités. Dans le module 2, on parle d'accéder à des ressources à jour et fiables et on parle de la prescription appropriée. Donc, on touche vraiment le volet des médicamenteux ici, notamment les outils de déprescription des inhibiteurs de la pompe à protons. On présente les outils du Réseau canadien de la déprescription, mais on parle également de la prescription appropriée des IPP et quand les initier et quand éviter ce genre de classe-là. Et un des modules qui me touche particulièrement, c'est la prescription appropriée des statines en prévention primaire et tout le concept de décision partagée, d'expliquer la notion, de vulgariser les bénéfices escomptés, mais aussi les risques escomptés d'un traitement comme les statines. Et il y a des outils web qui existent, les outils canadiens qui s'appellent le calculateur de risque cardiovasculaire, un outil de la Colombie-Britannique qui vraiment illustre en nombre absolu le score Framingham, mais qui nous montre en temps réel des petits des bonhommes sourires qui deviennent rouges quand quand ça représente un individu qui est destiné à avoir un événement coronarien, et en vert des bonhommes qui vont être épargnés d'un événement en raison de la médication. Donc, c'est beaucoup plus compréhensible pour un de nos patients de comprendre quel est le bénéfice en absolu pour lui d'une statine versus un 20% de réduction. Ça ne parle pas à beaucoup de gens, ça, comme chiffre. Dans le module 3, on parle du dépistage des cancers, certains cancers, et on aborde toute la question du surdiagnostic et de la décision partagée en contexte de dépistage, les programmes nationaux de dépistage et quels peuvent être les aspects plus négatifs qui sont peut-être moins publicisés lorsque nos patients reçoivent une lettre du gouvernement pour aller faire leur mammographie, par exemple. Donc, on parle majoritairement de dépistage du cancer de la prostate, du côlon et du sein, mais avec les nouveautés en termes de recommandations pour le dépistage du cancer du poumon, notamment au Canada, c'est des modules qu'on est en train d'adapter. Au module 4, on parle de consensus et de toute la notion de la communication, comment arriver à un consensus avec nos patients et initier ces conversations-là qui sont pas toujours faciles à initier. Notamment, on le fait à travers des cas de figure de la réduction de la surveillance excessive, notamment de tout ce qui est la surveillance du contrôle glycémique chez nos diabétiques qui n'utilisent pas de l'insuline, par exemple, la réduction de la polypharmacie chez nos aînés et on propose une approche plus rationnelle à la visite de soins préventifs plutôt que la visite où on fait un bilan complet à tout le monde qui n'est pas individualisé selon l'âge et selon les comorbidités et l'espérance de vie. Donc, juste pour vous donner une idée, on a commencé le programme de formation pratique éclairée en mai 2017. On avait un seul facilitateur formé et le processus veut que chaque facilitateur doit être supervisé à 3 reprises, donc 3 journées complètes pour pouvoir être certifié et parler au nom de notre campagne. Et en mi-année 2018, on était rendu à 7 facilitateurs formés. On avait donné 17 ateliers. On avait rejoint près de 300 participants dans à peu près toutes les régions du Québec, en allant jusqu'à Coudjouac, on s'est rendu pas mal loin. Pour ceux qui sont du Québec, ils vont savoir qu'il n'y a pas de route qui se rend jusqu'à Coudjouac pour prendre un avion. Donc, on est très fiers d'avoir rejoint ces participants-là et on a mené un sondage pour connaître l'impact de cette formation-là sur nos participants. On les a sondés avant l'atelier sur leur perception de leur pratique. Est-ce qu'ils font, ils ont tendance à faire de la surmédicalisation, mais également 6 et 12 semaines après l'atelier. Et on les questionne sur les changements qu'ils ont notés dans leur pratique et quelle a été leur expérience. On est allé dans le descriptif. Et si les gens nous rapportaient qu'ils n'avaient pas fait de changement, on voulait savoir quels avaient été les obstacles et quels étaient leurs objectifs à court, moyen terme, la prochaine pratique qu'ils voulaient changer. Pourquoi les gens sont venus nous voir, premièrement? Ils ont suivi notre formation. Plusieurs raisons, mais il y a des thèmes qui sont récurrents. Premièrement, les gens voulaient réduire la surprescription des médicaments. C'est un thème qui revient énormément et les médecins voulaient être outillés comment aborder cette question de surprescription et comment déprescrire
de façon appropriée et sécuritairement. La sécurité des soins était primordiale. Beaucoup de cliniciens nous ont exprimé qu'ils avaient des inquiétudes en lien avec les plaintes médico-légales, les poursuites. Et donc, ils avaient besoin de cette rassurance-là, de savoir qu'il y avait des lignes directrices pour réduire l'excès de médecine et que ce qu'ils faisaient n'était pas improvisé. Beaucoup de participants voulaient également réduire le nombre de tests. Beaucoup de cliniciens rapportent qu'ils ont senti que leur travail s'est dénaturé avec les années et qu'ils sont là comme dispensaires d'examens et qu'ils n'ont plus vraiment le rôle qu'ils aimeraient avoir de bien conseiller leurs patients sur les traitements appropriés et les examens appropriés. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'après notre atelier, 94% de nos participants nous rapportent qu'ils ont changé au moins une pratique. Et on est à plus du 3/4 qui nous disent qu'ils ont changé au moins 2 pratiques après 6 semaines. Donc, il faudra voir si ça se maintient dans le temps. Et ce qui est le plus fréquemment rapporté comme changement de pratique, c'est la prescription des statines en prévention primaire. Les participants nous rapportent qu'ils font beaucoup plus de décisions partagées plutôt qu'une décision d'initié basée uniquement sur un risque cardiovasculaire sans intégrer la perspective du patient. Beaucoup de participants rapportent également la déprescription des inhibiteurs de la pompe à protons. Il faut savoir qu'au Québec, il y a eu des changements au niveau du remboursement de ces médicaments-là dans les dernières années. Donc, l'utilisation est un peu plus... on doit justifier un peu mieux l'utilisation des IPP au Québec. Donc, c'est un outil qui a été très facile à intégrer en pratique. Beaucoup de participants ont également changé leur approche au dépistage de certains cancers, notamment la prostate et l'approche à la visite médicale périodique. Donc, tout ça après 6 semaines. En termes de bénéfices perçus, beaucoup de participants perdent plus haut. OK, c'est vrai. Beaucoup de participants nous rapportent qu'ils ont changé leur pattern, si je peux dire, de prescription de tests. Donc, la moitié rapportent qu'ils ont réduit le nombre de tests qu'ils demandent. Plusieurs nous ont dit qu'ils avaient l'impression d'intégrer plus la prise de décision partagée dans leur rencontre clinique et que leur pratique était même plus efficiente. C'est une crainte des cliniciens de dire « ça va me prendre plus de temps que ce que je faisais avant ». L'habitude, c'est plus rapide qu'intégrer un changement dans notre pratique. Et il y en a même quelques-uns qui nous disent qu'ils sont devenus plus efficients, notamment parce qu'ils ont moins de suivi à effectuer sur des tests de laboratoire avec des trouvailles qui se trouvent dans une zone grise, qui ne savent plus trop quoi faire avec ces résultats-là et qui sont ambigus. Et ça, c'était après 12 semaines. Les obstacles au changement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a près de 45% qui rapportent une perception de mauvaise réception de la part de leurs patients. Et ça serait intéressant de creuser quelle était cette réception-là. Est-ce qu'ils avaient bien intégré les outils comme on leur avait montré de le faire? Est-ce que la communication était bonne? Est-ce que le lien thérapeutique était adéquat? Donc ça serait à creuser dans le futur, à comprendre d'où ça vient, cette perception du moins de réception difficile avec leurs patients. Les contraintes de temps sont ressorties également comme un obstacle dans de nombreux cas. Il faut savoir qu'il y a une proportion de participants qui ne rapportaient aucun obstacle. En conclusion, si je dois résumer l'expérience pratique éclairée après un peu plus près de 2 ans, il y a un besoin clair de former les médecins de première ligne sur les enjeux de surmédicalisation et du surdiagnostic et de la polypharmacie, évidemment. Et on voit que ça stimule un changement chez la majorité de nos participants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande énormément de ressources de déplacer 2 formateurs pour une journée complète, que tous les participants se libèrent toute une journée. C'est pas facile à implanter dans tous les milieux. Mais toutefois, ça semble avoir des résultats bénéfiques. Et on a rejoint beaucoup de milieux d'enseignement, donc les groupes de médecine familiale universitaire. On espère qu'il y aura un effet un peu boule de neige et qu'on va former une génération de cliniciens qui vont être déjà sensibilisés à cet enjeu-là et que ça sera bénéfique. Et on pense que c'est complémentaire à toutes les autres approches qui visent à sensibiliser le public, surtout étant donné que nos participants nous rapportent que c'est un obstacle, la mauvaise perception de la part des patients, que c'est la première fois que leurs patients entendaient parler de déprescription, de surdiagnostic. Donc, vraiment, de bien outiller et bien sensibiliser notre public, on pense que c'est essentiel. Et on pense que ce sera important de continuer à en étudier l'impact, surtout à moyen et long terme. On a des données à 6 et 12 semaines. Est-ce que ces changements se maintiennent dans le temps? On n'a pas trop de données pour l'instant. Et ça va me faire plaisir de prendre vos questions ou vos commentaires. Des questions? C'est nous qui commençons en principe, mais bon.
Madi. Madi de Nantes, médecin généraliste. Effectivement, la question on a l'impression, en tant que prescripteur, qu'on va nous reprocher plus la non-prescription que la prescription. Alors, est-ce que c'est une impression, comme on va nous reprocher plus de ne pas avoir dépisté un cancer de la prostate que d'avoir fait du surdiagnostic de cancer qui n'aurait pas évolué. Donc, c'est ça la question qu'il faut qu'on réfléchisse. Tout à fait. Je rejoins votre point. Effectivement, comme médecin de famille, on a énormément cette pression-là de faire la bonne chose. Et pour faire un parallèle avec la prescription d'antibiotiques pour les infections virales des voies supérieures, on a des données qui montrent que la perception des cliniciens de la demande d'antibiotiques influence grandement le choix de prescrire des antibiotiques, même si c'est inapproprié. Tandis que le fait qu'un patient ait formulé une demande d'antibiotiques n'influence pas la prescription. C'est intéressant. Il y a donc cette pression-là que le clinicien prend sur ses épaules et se dit « Mon patient doit vouloir ça, mais j'ai pas trop envie d'aborder le sujet, c'est inconfortable pour le clinicien », pousse à faire de la surprescription. Tandis que lorsque le patient prend l'initiative de poser la question et de dire « Est-ce que j'ai besoin d'antibiotiques ?» on dirait qu'il y a un poids qui s'enlève et les cliniciens sont à l'aise de débuter leur discours sur la non-nécessité d'antibiotiques. Ils sont pas plus enclins à en prescrire. Donc, vraiment travailler, je pense qu'il y a un message à retenir de ça, c'est comme clinicien, on doit demander à nos patients c'est quoi leurs attentes. Tout simplement, quand ils viennent nous voir pour des antibiotiques, des traitements, des renouvellements ou des programmes de dépistage, tout simplement, quelles sont leurs valeurs et quelles sont nos attentes. Et ça, je pense que ça fait un très long chemin et ça va être très aidant. Une autre question dans le fond. Oui, il y a un commentaire ici. Oui, bonjour, je suis médecin gériatre. Et comment vous vous positionnez par rapport au bilan de prévention sur la population, tout ce qui est dépistage de fragilité? Enfin, on est entre prévention, dépistage, prise en charge une fois qu'ils sont malades. C'est quand même des questions assez compliquées. Moi, je fais des bilans de prévention et on a eu des discussions sur qu'est-ce qu'on met dans le bilan, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait. C'est extrêmement compliqué. Donc, quand je vous entends, je dis qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais en même temps, c'est le moyen de passer du temps avec le patient. Alors, on est en dehors de la consultation de médecin de famille. Et là, j'aborde tous les sujets. Mais effectivement, le surdiagnostic est un réel problème actuellement parce que les gens sont en demande. Et j'ai même appris que dans des centres de santé, ils viennent pour des bilans de prévention. Alors, c'est des bilans qu'ils payent. La Sécu, en France, ne remboursera pas ce genre de choses. Mais c'est une demande de la population quand même. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? En fait, je rejoins tout à fait votre point que c'est difficile de naviguer dans toutes ces données qui sont grises. Ce qu'il faut savoir, tous les dépistages ont des bénéfices qu'on a tendance à surévaluer comme cliniciens et que nos patients ont tendance à surévaluer. Quand on questionne les femmes, par exemple, sur la mammographie de dépistage, beaucoup de femmes disent qu'en fait, elles pensent que de passer une mammographie de dépistage réduit leur risque d'avoir un cancer. Alors que c'est faux, ça ne réduit pas le risque d'avoir un cancer, on fait de la détection précoce, ça peut réduire la morbidité au mieux, mais ça ne réduit pas l'incidence du cancer du sein. Donc, je pense qu'il faut premièrement revoir quels sont les réels bénéfices par rapport à ceux qu'on peut percevoir comme cliniciens et ceux que nos patients se font véhiculer par l'industrie du diagnostic et de la thérapeutique. Et surtout, mettre sur la table tout le côté négatif dans les lettres d'invitation que nos patients reçoivent. On parle très peu des désavantages, de l'inconfort que ça peut causer et du risque de surdiagnostic qu'on a tendance à un peu mettre de côté et pas expliquer. C'est quelque chose qui est contre-intuitif, le surdiagnostic, donc c'est très dur à inclure dans une brochure ou dans une lettre qu'on envoie par la poste. Donc, d'avoir des outils déjà faits qui schématisent ce risque-là et les avoir à portée de main. Moi, je les ai sur mon ordinateur et j'ai un écran qui me fait face à moi pour écrire mes notes, mais j'ai aussi un écran qui montre la même chose du côté de mon patient. Donc, je peux montrer en temps réel des vidéos, des outils interactifs ou des schémas qui illustrent vraiment les bénéfices d'un dépistage particulier, par exemple le cancer du sein. Et je vous entendais parler du temps que ça peut requérir. Et en fait,
le temps moyen pour procéder à une décision partagée dans une consultation, c'est 2 minutes 30. Ça n'allonge pas significativement la consultation et quand on questionne nos cliniciens dans la formation, combien de temps vous avez l'impression que ça va vous prendre? Tout le monde surévalue le temps qu'ils peuvent penser que ça va nécessiter. Donc vraiment de le mettre, en fait, je lance le défi à tout le monde d'initier ces discussions-là et vous allez vite vous rendre compte que c'est très faisable une fois qu'on l'a pratiqué à quelques reprises et qu'on a un peu un discours bien construit avec les faits saillants. Jean-François Renard, médecin généraliste et maître de stage. On voit bien depuis la reprise après la pause que ce problème de surdiagnostic, de déprescription ou de surprescription n'est pas une affaire individuelle. Il est évident que ce n'est pas seul le médecin qui peut affronter ce type de problème. On a vu le rôle du pharmacien tout à l'heure. Je vais dire quelque chose après, mais il y a aussi d'autres professionnels de santé qui peuvent être concernés par ce surdiagnostic. Les kinésithérapeutes, par exemple, les infirmières également. Donc, c'est vraiment quelque chose de pluriprofessionnel. Pourquoi ne pas donner, par ailleurs, la mission aux pharmaciens aussi de rentrer dans ce système de non au surdiagnostic, d'informer les patients aussi. Il vaut mieux qu'il y ait une information qui est faite par le médecin traitant ou généraliste et le pharmacien. Elle aura beaucoup plus de portée sur le non-désir du patient de se soumettre, par exemple, à un dépistage mammographique alors qu'il n'est pas utile ou à un dépistage du cancer de la prostate. Première chose. Deuxièmement, pourquoi ne pas, dans le cadre de la SFTG, par exemple, puisque c'est nous qui vous recevons, ne pas initier donc des DPC, des formations pluriprofessionnelles incluant les médecins généralistes, les pharmaciens sur le thème de la surmédicalisation et la déprescription, et en même temps y inclure des associations de patients. Ça serait extrêmement formateur pour ces médecins. Bonne C'est suggestion. une excellente suggestion. Je ne pourrais être plus d'accord avec vous qu'il faut inclure les autres professionnels et inclure des représentants des groupes de patients dans ces discussions-là pour justement profiter de leur expertise expérientielle et qu'ils transmettent ces connaissances-là et ces notions-là à leurs membres. Comme je vous disais, dans nos formations qu'on voulait pluridisciplinaires, on a eu majoritairement des médecins parce que c'est généralement eux en bout de ligne qui font les ordonnances ou qui demandent les tests, mais effectivement, on s'attend à ce que les participants, après, aient un rôle fassent preuve de leadership et dans leurs équipes aient des rôles de leader positifs pour réduire les tests inutiles et pour justement réduire la surprescription. Mais oui, on a eu des pharmaciens qui ont participé, des infirmières, et d'avoir un discours commun est très bénéfique pour nos patients. Ce qui ressort auprès des patients quand on les questionne sur l'ambivalence qu'ils peuvent avoir face à certains tests, c'est justement les messages contradictoires qu'ils peuvent recevoir d'une spécialité à une autre ou d'un intervenant à un autre. Donc, d'avoir une base commune, un discours commun, je pense que c'est extrêmement aidant pour attaquer le problème, tout à fait. Dernière question chez nous, ensuite on vous demandera si vous en avez chez vous et puis on conclura. Donc, Paul Candotil, je suis médecin généraliste. Ah, pardon. Ah, je pensais que c'était... Deux dernières questions, mais très courtes parce qu'on est déjà en retard. Vous posez la question sur la rémunération, dans le sens où... moi, j'ai l'impression que c'est un impact, en tout cas, sur la prescription, la surprescription. Je fais des remplacements quand c'est au tiers payant ou quand c'est 25, 28, 35. Et surtout vous, alors je ne sais pas au Canada comment ça se passe, je sais que j'ai des amis qui habitent en Australie et quand ils doivent payer 200 € la consultation chez le généraliste et qui leur donnent rien pour la rhinopharyngite c'est la bonne façon, quoi. Voilà, je ne sais pas comment vous gérez ces questions-là. Je pense que c'est moins un enjeu. La rémunération affecte totalement la pratique. Ici, il y a beaucoup de rémunération qui se fait à l'acte. Il y a un mode mixte, donc qui est une combinaison de taux horaire et d'acte. Et il y a des médecins qui sont exclusivement à taux horaire. J'ai la chance, c'est ma situation. Donc, je suis peu impacté par la raison de consultation. Et les patients ici ne déboursent pas de frais. Ceux qui sont assurés au sens de la loi ne déboursent aucun frais au moment de la consultation. Donc, ils peuvent avoir des attentes, mais ils ne déboursent généralement pas de frais pour... et au moins cette légitimité d'attendre un antibiotique, peut-être hormis le fait d'avoir attendu à la clinique quelques heures pour rencontrer un médecin. Et oui, il y a des données qui montrent que la rémunération impacte les prescriptions. Aux États-Unis, entre autres, où tout se fait à l'acte, il y a beaucoup plus de diagnostics de pneumonie acquise en communauté
Pourquoi? Parce que la rémunération associée à un diagnostic de pneumonie clinique est plus payante pour un interniste ou pour un médecin généraliste que d'une infection virale simple. Donc, même sans radiographie, c'est plus avantageux pour un médecin de suspecter une surinfection bactérienne et de traiter avec des antibiotiques de façon conséquente parce qu'il est rémunéré davantage que s'il traitait une infection virale. Donc, ça nous place dans une situation de conflit d'intérêts majeur. Mais oui, certainement, ça a un impact et il faut inclure dans la prévision des modes de rémunération des professionnels ce genre d'impact négatif. Dans le cadre de la démarche donc choisir avec soin, de tout ce qui est pertinence des soins, c'est vrai que la préférence patient est vraiment au cœur du dispositif. Est-ce que vous avez trouvé des façons de faire entre guillemets monter en compétence le patient en dehors donc de l'échange lors d'une consultation, que le patient consulte justement les fiches Choosing Wisely, parce que souvent il y a une version professionnelle, il y a une version patient. Comment aller vers le patient, comment lui faire connaître au patient ces différents outils? Plusieurs façons de faire ça. Nous, on a des télévisions dans la salle d'attente. On a choisi de mettre le site web de Choisir avec soin qui est dans la salle d'attente. Des affiches dans les bureaux, dans les salles d'attente qui incitent les gens à se renseigner sur leur téléphone pendant qu'ils attendent le médecin, d'aller lire un peu là-dessus. D'avoir les outils à portée de main, je pense que c'est essentiel, et de pouvoir remettre une brochure ou un peu web maintenant, donc d'envoyer le lien par courriel à notre patient pour qu'il fasse la lecture arrivé à la maison, et surtout de prendre le temps de dire aujourd'hui, on ne prendra pas de décision. J'aimerais que vous lisiez cette brochure sur l'imagerie pour la lombalgie. Et si vous êtes d'accord, on s'en reparle dans 2 semaines, vous venez me voir et on décidera ensemble si vous pensez vraiment que c'est toujours nécessaire de faire une radiographie simple de votre dos ou si vous pensez qu'avec ça, vous êtes bien rassuré. Je pense que la rassurance en bureau a sa place, mais effectivement, donner une source d'information crédible, on peut être des disséminateurs. Il y a des brochures pour à peu près tout sur le site web de Choisir avec soin, disponibles en français, donc c'est un grand soulagement pour nous au Québec. On a souvent des outils uniquement en anglais. Donc là, on en a des bons en français. Donc, on peut utiliser de diverses façons dans nos milieux cliniques. Et Choisir avec soin fait aussi des représentations auprès de groupes de patients pour faire des webinaires ou des formations destinées plus au grand public. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions chez vous? Je pense qu'on avait un commentaire pour conclure chez nous. On vous écoute. En fait, vous dire, moi je suis infirmière, dès mes premiers cours, on a eu une formation, on a eu un cours en fait sur le diagnostic. Donc déjà, ça commence déjà dès le début chez nous. Donc on est déjà alerte et conscient de quoi prescrire et questionner le patient ensemble. Donc je crois que c'est déjà positif dès le début.